excellent après-midi. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum jusque 18h avec une édition un peu particulière aujourd'hui pour cette date un peu particulière. En effet, mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui, vous le savez, le 5 juillet, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. Il en sera question de l'Algérie et plus particulièrement de tourisme. Oui, je sais que ça peut surprendre et pourtant, nous recevrons la rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Escapade et qui sort d'ailleurs aujourd'hui et qui consacre une large partie au tourisme en Algérie. Ça se développe, ça s'organise et nous en parlerons avec elle. Salia Haj Djilani qui sera avec nous dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Vos vacances, justement, on en parle. Et si vous avez des petits plans à proposer, on en reparlera d'ailleurs avec deux éminents ici présents. Razik Metiche, un grand voyageur dans l'âme, et Salia Haj Djilani, qui sera avec nous, puisque c'était une journaliste spécialisée dans le tourisme. Et on vous donnera quelques bons plans pour celles et ceux qui n'ont encore pas d'idée pour partir en vacances. Et puis côté politique, on s'intéressera au lendemain du remaniement de Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne, de ce nouveau gouvernement, de cette nouvelle chaise musicale. Est-ce que Macron a tenu compte du résultat des élections législatives à la veille de ce discours de confiance demain, de ce discours de politique générale, puisqu'il n'y aura pas de vote de confiance demain à l'Assemblée nationale. Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour le LGF qui vous emmène, et comme chaque jour, pendant 2 heures, et ça ne changera pas, tous les jours, de 16h à 18h. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. 5 juillet 1962, 5 juillet 2022, c'est aujourd'hui le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Redouté par les uns, attendu avec impatience par les autres, la date du 1er juillet, l'heure de l'autodétermination est passée sur l'Algérie. Les musulmans et Français de souche avaient à répondre oui ou non à l'indépendance dans la coopération avec la France. Le résultat du scrutin ne faisait pas de doute, comme n'était pas douteux non plus l'empressement que devaient mettre les musulmans à se rendre aux urnes. De longues files d'attente embouteillent les bureaux de vote des villes et des villages dès les premières heures de la matinée. L'unanimité absolue s'est faite sur le oui comme prévu, mais la surprise du jour a été l'afflux des Européens de souche qui ont voté eux aussi en grand nombre dans le même sens. L'importance de ce scrutin représente pour l'Algérie un véritable tournant. J'aime toutes les villes, un peu plus Paris. لكن ماشي comme l'Algérie, comme elle est belle ونحبها بالهبال وفين نكون ما ننساها ألجي شحال نحبها. On ne s'attendait pas à la guerre d'Algérie en 1954 lorsque cessa la guerre d'Indochine. Il y eut pourtant la vallée de la Soumarne, prélude de combats qui allaient durer plus de 7 ans, déchirer l'Algérie et déchirer la France. Dans le vent des mouvements d'émancipation qui soufflaient sur le monde depuis 1945, ces combats semaient leur lot d'angoisse alternés avec des périodes fertiles en grands bouleversements. Comme après 4 ans d'une guerre qui ne voulait pas dire son nom, le 13 mai 58. Avec le 13 mai commença une nouvelle forme de violence et d'alternance d'espoir et de pessimisme. La 5e République, avec le général de Gaulle à sa tête, amenait l'espoir. Puis, devant la poursuite des opérations militaires, venait cette série de tragédies qui allait s'appeler les barricades de janvier 60 et la tentative de putsch des généraux et des colonels d'avril 61. Les pourparlers avaient déjà eu lieu alors entre la France et le FLN. Et l'heure de leur concrétisation, Évian, 18 mars 62, était aussi celle du déchaînement d'une nouvelle forme de violence totalement aveugle, celle-là, sous l'égide de l'OAS. ينادينا للاستقلال
لاستقلال وطننا ينادينا لاستقلال وطننا. Dès le 1er juillet 1962, le drapeau vert et blanc du FLN flotte sur Alger. Mais les trois couleurs françaises resteront longtemps encore sur les édifices publics. Et si le 2 juillet, les Français d'Algérie n'ont pas participé à l'enthousiasme des musulmans devenus indépendants, c'est peut-être qu'après le court délai de la paix retrouvée, ils méditaient de là-bas ou de France, où ils reviennent encore nombreux, sur cette Algérie qu'ils aimaient et qu'ils aiment encore, et dont nous venons de dresser un rapide bilan. والدماء
Merci. Voilà pour cet hymne national qui a retenti bien sûr et qui fait toujours des frissons chez beaucoup d'Algériens et même d'ailleurs ceux qui ne sont pas d'Algérie parce que cet hymne a une histoire et nous sommes donc au cœur de cette histoire aujourd'hui de cette indépendance de 1962. Il y a tout pile 60 ans, mon Razik Métiche, bonjour. Bonjour à tous et à toutes, ça va bien. Gros défilé militaire ce matin Très à gros Alger. défilé militaire. Grosse opération ce matin avec la présence de beaucoup de chefs d'État africains notamment, mais aussi évidemment la Palestine qui était représentée par Mahmoud Abbas, mais aussi, et pas que, par le Hamas, il faut le dire. Le chef tunisien évidemment était de la partie, des ministres de Libye, du Mali, également du Niger. Beaucoup de monde donc ce matin pour cette parade militaire que tu as regardé, Razik. Oui, en partie. J'avais un Qu'est-ce que rendez-vous tu en as retenu ce matin. J'ai retenu un pays qui est au rendez-vous de son histoire, tout simplement. Un pays qui est au rendez-vous de son histoire, en déplaise à ses détracteurs et détractrices nombreux et nombreuses. Un pays qui a à peine 60 ans, qui a même pas en 3 générations d'hommes réussi à bâtir une nation aussi soudée. Pour rappel, il faut voir les chiffres que Ben Bella hérite à l'été 62. Le nombre d'Algériens lettrés, c'est une infime minorité. Le nombre d'ingénieurs, il me semble, c'est 25 ingénieurs sur toute l'Algérie. Le nombre d'infirmiers, le nombre de médecins, ça se compte sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, c'est des bataillons et des bataillons entiers de personnes qui ont été formées, instruites. Je pense à la femme algérienne qui n'a pas été en reste durant la guerre de libération et qui n'est pas en reste non plus dans l'accomplissement de la société algérienne. Et oui, pour moi, c'est un pays qui est au rendez-vous de son histoire. Il est au rendez-vous de son histoire malgré les turpitudes de l'histoire, justement, de la petite, de la grande, malgré une guerre civile qui a coûté 10 années de temps et à peu près 300 000 morts, malgré une géopolitique carnassière étant dans un îlot qui est compris et entendu par les États-Unis comme le Middle East nord-africain, qui est en proie à une recomposition majeure. L'Algérie tient, bon gré mal gré, tient toujours. Et gloire aux martyrs, ouais. Ceux qui ont sacrifié leur vie, leur temps, leur sang pour un rêve dont ils n'ont même pas tiré les fruits, dont ils n'ont même pas vu l'accomplissement. Et lorsqu'on parle de guerre d'Algérie, dans l'acceptation admise en France et admise par le plus grand nombre, on pense 54-62. Il y a eu des guerres d'Algérie. Ça veut dire que de 1830 à 1870, il y a une première guerre d'Algérie qui dure 40 ans, qui est la guerre de conquête, de pacification, qui entraîne la perte d'un tiers à peu près de la population. Ce sont les fameuses enfumades, ce sont des villages entiers qu'on passe par l'épée et par le feu. Ensuite, s'en est suivi une longue nuit coloniale très noire, de plusieurs générations, et au bout de tout ça, il y a eu la guerre, la révolution algérienne. Ça a été une période de 132 ans qui a marqué de manière indélébile l'histoire de l'Algérie, qui était avant la colonisation, qui a perduré la colonisation et qui a enterré la colonisation. Et oui, un sentiment de fierté. Je suis franco-algérien, je suis pleinement français et pleinement algérien. Je m'inscris dans cette histoire. Ce sont des repères, ce sont des marqueurs, ce sont des modèles. Lorsqu'on pense à Larbi Ben Mindi, lorsqu'on pense au sacrifice des femmes algériennes, lorsqu'on pense aux résistantes et aux résistants algériens, lorsqu'on pense à ce qu'ils ont réussi à bâtir, je pense au FLN de France, ce qu'ils ont réussi à bâtir en France en termes d'organisation, en termes de levée d'impôts. Lorsqu'on pense au 17 octobre 61, c'est une population qui a payé chèrement le prix de sa liberté et qui est jaloux de sa liberté, et foncièrement jaloux de sa liberté. Le docteur est avec nous pour un petit mot sur le 5 juillet 62. Bonsoir docteur, bonjour. Oui, bonsoir mes amis, vive l'Algérie, tahia al-Jazair. Voilà. Merci docteur. Ah oui. Ah, et oui. l'Algérie, depuis 2 siècles, voire 3 siècles, c'est l'exemple du tiers-monde et du monde progressiste. Je ne m'en mêle pas dans la politique intérieure, maintenant comme avant. Ça, c'est aux Algériens de gérer leur affaire. Et c'est un crime contre l'humanité qui a été effectué en Algérie, et le dit votre correspondant là, 132 ans. Là, j'étais gamin.
au Liban quand j'entendais ça. Et maintenant, Ben Stoura va essayer d'arranger les choses. Tout le monde est victime de l'impérialisme et du colonialisme français, y compris les pieds noirs. Y compris les pieds noirs, les pauvres. Vous voyez, donc on a amené des Portugais, des Italiens, tout ça, je ne vais pas m'étendre. Et après, ils étaient abandonnés. Donc, c'est un échec total de l'impérialisme. Et il a dit, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, il a dit l'Algérie, point à la ligne. Et l'Amérique latine, l'Algérie, c'est l'exemple de tout. C'est tout le monde a raté leur indépendance. En Syrie, au Liban, en Égypte, partout, sauf l'Algérie. L'Algérie, c'est l'exemple. Même le Maroc, la Tunisie, je veux faire des ennemis, je m'en fous. Vive l'Algérie, Tahia al-Jazair ou Sha'b al-Jazair. Point à la ligne. Voilà. أضحي بحياتي وبمن عليك أضحي بحياتي وبمن عليك. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans le LGF avec à mes côtés aujourd'hui Razik Métiche. On va beaucoup parler de tourisme aujourd'hui. Je sais que ça te plaît ça mon Razik. Moi ça me plaît. Et tu as beaucoup voyagé Ouais. et tu seras à côté d'une journaliste spécialiste dans le tourisme qui s'appelle Célia Haj Gilani qui arrive dans quelques instants pour nous présenter notamment, puisque c'est la rédactrice en chef du magazine Escapade qui sort aujourd'hui et qui consacre d'ailleurs, et je pense que ça risque de t'intéresser, une large partie au tourisme en Algérie. Oui, je sais, ça peut surprendre, et pourtant il y a des choses qui se font. Et voilà, donc on en reparlera avec elle dans un instant. Et elle est journaliste dans le tourisme, donc elle connaît, elle a beaucoup voyagé. L'occasion peut-être pour celles et ceux qui, au vu de la conjoncture actuelle, se demandent où on va pouvoir bien partir en vacances, des bons petits plans de dernière minute, d'être aussi des petits trucs à éviter parmi les compagnies low cost. On a vu une belle émission de Capital dimanche soir, justement sur les compagnies low cost là, qui se rattrapent sur des choses, par exemple quand tu notes pas bien ton prénom ou ton nom, bah, ça peut te coûter très cher, sur les places assises, sur les bagages, sur plein de choses. Donc il y a plein de choses à savoir. On va essayer de faire un peu le point aujourd'hui parce que bah, c'est le moment, et puis parce que beaucoup n'ont encore pas choisi leur destination de cet été, étant donné que la situation actuelle nous met un petit peu dans l'expectative. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Est-ce qu'il va y avoir le retour du pass vaccinal aux frontières? Est-ce que plein de questions effectivement qui font qu'aujourd'hui on peut peut-être chiner de bons petits plans Razik, j'en suis sûr, pour nos auditrices et auditeurs qui veulent, pour certains et pour beaucoup d'ailleurs, retourner dans leur pays d'origine, bien sûr. Mais l'été, bon, c'est pas la meilleure période pour aller en Algérie, en Tunisie, au Maroc, Razik. Clairement. Ouais. Enfin, moi qui ai encore le loisir, la chance d'avoir le choix, et ayant pas encore d'enfants, je ne vais pas en Algérie ni au mois de juillet ni au mois d'août. C'est ça. Parce que c'est hors de prix, parce qu'il fait... même moi qui aime la chaleur, parfois c'est insupportable, pour peu que le sirocco s'en mêle et qu'il y ait des feux de forêt. Enfin, et le il prix y en a du billet... d'ailleurs, malheureusement, des Oui, feux de forêt. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Ouais. Il y en a quelques-uns malheureusement. C'est à craindre, la saison estivale est à craindre pour ça. Et sur le prix du billet, enfin payer 700, 800 euros, 1500 km. Ça fait un peu cher, ça fait un effectivement. peu cher, ouais. Ouais. Ce soir aura lieu la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens d'Oran, mon cher Razik. Oui. Avec la présence exceptionnelle de DJ Snake. Oui, mais qui qui sera là. sera juste en tant qu'invité et pas en tant qu'artiste, d'après ce que j'ai bien compris. Le comité des Jeux méditerranéens était en train de communiquer sur ça, justement. Très bien, donc ça va être ce soir. Là aussi, ça a donné quoi? On fait le point? On fait le bilan Ouais. de ces Jeux méditerranéens? Parmi les médailles, quel est le pays qui s'en sort le mieux? De la dernière mise à jour que j'ai fait, c'est-à-dire hier soir, c'était la Turquie qui était en tête, Ouais, suivie de près par l'Italie ouais, et talonnée par l'Algérie, très qui est bien. arrivée en 3e position. Donc tiercé de tête, c'est Turquie, Italie, Algérie. Ouais. Voilà. À mettre à jour selon les compétitions, là, les derniers résultats qui vont tomber. Première remarque en termes d'organisation, en termes organisationnels, une réussite totale.
de ces Jeux méditerranéens qui ont été remis au goût du jour. Je pense que si on faisait un micro-trottoir il y a 2 mois de cela dans les 33 pays qui ont participé à ces Jeux auprès de leur population pour savoir s'ils connaissaient l'existence de ces Jeux méditerranéens, je pense que la majorité aurait répondu non. Et que si on refaisait le même micro-trottoir aujourd'hui auprès de ces mêmes populations méditerranéennes, je suis quasiment certain que la connaissance de ces jeux aurait sensiblement augmenté. Donc une réussite en termes d'organisation, une réussite en termes populaires. On a vu des stades remplis, on a vu des enceintes sportives, que ce soit pour le volleyball, pour le handball, pour le ping-pong, pour les différentes compétitions absolument plein. On a vu aussi, j'ai envie de mettre ça à l'honneur, des scènes de fraternité entre les peuples qui sont bons à prendre, surtout dans la période dans laquelle on vit où parfois c'est juste bon de rappeler qu'on est plus que des voisins, quoi. On est plus que des voisins et ça a été manifesté par le public algérien. On les en remercie. Tout le monde a été très bien accueilli dans l'ensemble, bien évidemment. Et en termes sportifs, on peut voir que l'Algérie a surperformé. Je vais parler de l'Algérie sur des sports où elle n'était pas forcément attendue, où elle n'était plus sur le devant de la scène. Je pense à la boxe, je pense au karaté par exemple, où justement elle a surperformé. Elle a surperformé aussi en athlétisme. Le petit bémol sur le tournoi de foot, malheureusement, les U18 n'ont pas passé l'écueil du premier tour. Oui. On était dans le groupe de la mort. On n'a pas réussi à s'en sortir, malheureusement. Le Maroc a une très bonne équipe. Très très bonne équipe. Réellement, ils ont fait un beau tournoi. Bravo à eux. D'ailleurs, il va y avoir la Coupe d'Afrique des filles là. Qui est en cours. Oui, qui est en cours. Elle est en cours. D'accord, donc c'est du côté du Maroc. Ouais, c'est du côté de Maroc, du Marrakech pour l'essentiel, il me semble. Enfin, j'avais vu que les Tunisiens avaient gagné là il y a 2 jours de cela. Les Tunisiennes avaient gagné assez largement 4 ou 5-1, je me souviens plus contre qui. En tout cas, oui, c'est une belle publicité. Au-delà d'une belle publicité, c'est un beau moment que les Oranais, Oranaises, Algériens, Algériennes et toutes les personnes qui se sont rendues à Oran ont pu bénéficier et qui plus est, toutes les infrastructures, je pense au grand stade d'Oran, je pense au tramway, je pense à la piscine olympique, je pense à toutes ces infrastructures qui vont rester pour le pays et enfin oui, le sport est un vecteur d'égalité, est un vecteur de cohésion. C'est bien que l'on puisse se servir du sport pour faire avancer des thématiques dans une société. Alors on va faire une petite parenthèse politique, puisque hier on a appris le remaniement du nouveau gouvernement Macron, je ne sais plus combien, en tout cas d'après élection législative. Et d'ailleurs c'est marrant parce que il y a la ministre des Sports qui a le titre de ministre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Tu l'as remarqué, c'est une ancienne une joueuse de tennis qui est au sport aujourd'hui. Razik, tu la connais ? En tant que joueuse de tennis ? Oui. Je crois que personne ne la connaît. D'accord. Franchement. C'est un storytelling qu'ils lui ont pondu. C'était une joueuse de tennis, elle a dû faire peut-être 3 tournois. Ouais. Et j'abuse à peine, j'abuse sûrement, je suis Marseillais dans l'âme. Mais elle n'est pas connue dans l'appréciation comme étant une joueuse émérite de tennis. C'est pas Marie Pire, c'est pas Amélie Mauresmo. Ouais. Voilà, c'est pas Caroline Garcia. On n'est pas dans ce standard-là de joueuse. Elle a une carrière. Je vais pas lui retirer ça, mais faire d'elle une ancienne championne de tennis, c'est un peu fort de cacao. Et la deuxième chose, moi, qui me chagrine, il y a plusieurs choses même qui me chagrinent par rapport à ça. Je dirais pas conflit d'intérêt, le mélange des genres. La ministre des Sports actuelle est donc mariée au directeur général de la Société Générale. Société Générale qui est le partenaire principal de la Coupe du Monde de rugby de 2023. Ouh, d'ailleurs, petite parenthèse, l'Algérie est à 2 matchs. Oui, absolument. Prochain match demain contre le Kenya. Et t'as 2 matchs de la Coupe du Monde. À 2 matchs de la Coupe du Monde, absolument. On a 2 finales de la Coupe du Monde. Et si ils y arrivent, ils seront dans le même groupe que la France. La France, les All Blacks et l'Italie, pour être complètement précis. Et il y aurait un France-Algérie à Toulouse. Ah oui. En 2023. Je suis ça de très très près. C'est un rêve éveillé
auquel nous a donné droit la Fédération algérienne de rugby qu'on avait reçu ici. qu'on a Franchement, reçu ils à étaient plusieurs au fois. top. Ouais, franchement, et bravo à Sofiane, bravo à ses équipes. Ils Ouais. ont abattu un travail formidable. Dans le silence, sans faire de bruit. Ouais, et pour rappel, l'Algérie classée 90e nation au classement mondial de rugby. Elle a battu le Sénégal qui était classé 45e. Ouais. Pour vous dire un peu Il y a du niveau. il y a du niveau et il relève des défis immenses. Les marches étaient trop hautes, quoi qu'il arrive. On n'était quasiment pas invité à ce tournoi. Le fait que l'on y soit est déjà une victoire en soi. Le fait d'avoir gagné la première finale contre le Sénégal est je vais pas dire seconde, je vais dire une deuxième victoire. Et on espère la troisième victoire contre le Kenya. Il faut savoir que le Kenya, après la Namibie et l'Afrique du Sud, c'est ce qui se fait de mieux sur le continent africain en termes de rugby. On n'est même pas outsider, on est très largement outsider, mais il n'y a aucune chance, on va y croire. Alors, revenons à la politique, puisque hier donc, avait lieu l'annonce du nouveau remaniement. Dans la foulée, un conseil des ministres. Et Emmanuel Macron en a profité pour lancer ce message à ses nouveaux ministres. Dans ce contexte, vous aurez d'abord à tenir dans ce contexte de guerre, qui change en profondeur beaucoup de choses, et je pense que ça n'a pas été suffisamment intégré dans le débat public français. Le contexte de guerre, il insiste là-dessus, Emmanuel Macron. Hein. Oui, l'Ukraine a bon dos. Ouais. Je pense que l'Ukraine va continuer à avoir bon dos. Déjà sur l'inflation, j'ai apprécié la sortie de Michel-Édouard Leclerc, qui a enfin lancé un pavé dans la mare. Il y a des augmentations, je veux bien comprendre sur l'huile de tournesol, je veux bien comprendre sur certains produits qui sont directement impactés par la crise, par la guerre en Ukraine. Sur certains produits, c'est assez compliqué. Je vais vous donner un exemple sur le café, sur les dosettes, on est en augmentation, on doit être à plus 25%. Ouais. Donc il est peut-être Le sac de ciment, par exemple, plus 2 euros. Enfin, En 3 mois. on est sur des augmentations, enfin, je pense que de notre vivant, on l'a jamais vu. Ouais. Même le passage du franc à l'euro, on avait eu des augmentations, on avait eu le droit à une inflation qui n'était pas de la même teneur. Et ce qui est dramatique, et là je pense qu'Emmanuel Macron a raison, ça a l'air de s'inscrire pas dans un court terme épisodique, mais dans un moyen, voire un long terme. Voire même, est-ce que la société de l'abondance telle que nous l'avons vécue ne touche pas à sa fin? C'est la première question. C'est est-ce que la société de la rareté n'est pas en train d'apparaître, et son corollaire, c'est-à-dire une société de l'inflation. On n'était plus habitués, nous, en Europe, à part dans nos vieux manuels scolaires, on nous expliquait qu'en 1923, du côté de l'Allemagne, pour acheter une brouette le matin, c'était 1 million de Deutschmark, et l'après-midi, c'était 10 millions de Deutschmark. On va pas s'habituer à des hyperinflations de ce niveau-là, mais il est fort à parier, voire il est fort à craindre que l'inflation devienne une donnée structurelle, voire structurante des politiques macroéconomiques et des politiques monétaires en France. Et juste sur le propos d'Emmanuel Macron, il doit pas être, à mon avis, dénué d'arrière-pensée. Il est à peu près acquis que la BCE et que la Commission européenne vient de siffler la fin de la récréation monétaire en relevant ses taux d'intérêt et en faisant en sorte que l'argent n'est plus emprunté par la BCE pour ensuite être redistribué aux États, mais que chaque État devra aller sur les marchés pour devoir emprunter son argent. Donc de fait, les taux d'intérêt ont été relevés. De fait aussi, il semble que un certain nombre d'économies vont devoir être faites dans le budget. Au lieu de dire que c'est l'Union européenne, on pourra dire que c'est l'Ukraine. Je pense que politiquement, c'est plus porteur. D'où peut-être ta phrase, l'Ukraine à bon dos. L'Ukraine à bon dos, ouais. Jeu de chaises musicales, c'est un peu ce qui revient parmi les différents analystes au lendemain de ce remaniement opéré hier et annoncé hier par le palais de l'Élysée. À la manœuvre, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, qui a été maintenue à son poste, la première ministre sur France Maghreb 2. On y revient dans un instant avec vos appels au 01 40 33 9000 avant que nous parlions tourisme, vacances avec notre invité et avec Razik Métiche. Le grand forum sur France Maghreb 2, on va parler vacances, les enfants, dans un instant, pour parler un peu tourisme et pour vous donner des bons plans aussi de dernière minute pour celles et ceux qui n'ont encore pas fait leur choix pour leur destination d'été, si toutefois vous partez cet été. Avec quelques bons plans, avec Razik Métiche qui a beaucoup voyagé dans le monde. On peut dire que tu as fait tous les continents? Oui, on peut dire. On peut le dire. Et Salia Haj Jilani qui sera avec nous dans un instant et qui est la rédactrice en chef du magazine
Escapade, qui sort aujourd'hui d'ailleurs, et qui consacre une partie au tourisme en Algérie. Oui, le tourisme en Algérie, ça se développe, c'est en train de se développer. On en parlera avec elle, bien entendu, dans un instant. Alors, on parlait des jeux de chaises musicales, mon cher Azik. Voici un petit reportage qui relate fort bien ce qui s'est passé hier. Dans ce nouveau gouvernement, il y a ceux qui restent, mais qui changent de poste. Comme Olivier Véran, qui passe des relations avec le Parlement au porte-parole. En ce qui concerne les ministères dits régaliens ou d'importance, comme l'économie ou l'éducation nationale, tous ceux qui étaient dans le premier gouvernement d'Elisabeth Borne sont reconduits. Alors les régaliens, mon cher Azik, conservent leur poste. Oui, c'était attendu. Ouais. Alors il y a quand même quelque chose qui nous a interpellé hier dans cette émission avec nos débatteurs hier, c'est... la place de la femme. Alors la place de la femme... Si on y ajoute des secrétaires d'État, la parité est parfaitement respectée. Oui, mais c'est un jeu de dupes en fait. Oui, bien sûr. Mais c'est pas ça qui nous a interpellés, c'est le nouveau titre de Darmanin qui devient ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Des Outre-mer qui jusqu'alors avait un ministre et un ministère. Bien sûr, de plein exercice. Quel message ? Très difficile. Je vais pas dire que c'est une faute politique, mais c'est une erreur à tout du moins. De ne pas sanctuariser un ministère de plein exercice des Outre-mer à une époque où justement où la crise du Covid et comment elle a été vécue en Outre-mer nous a bien démontré qu'il y avait un réel souci d'égalité républicaine entre les territoires. Et la deuxième chose, ça aurait été aussi de bon ton que de nommer un ultramarin pour l'outre-mer. Ouais, comme ça se fait d'ailleurs. Comme ça se fait, comme c'est de tradition presque républicaine que de le faire. Après, je vais pas en voir plus de symboles politiques que cela. On verra bien dans la gestion, mais Darmanin est quand même le grand gagnant l'un des grands gagnants du remaniement. Il lui manque que le titre de ministre d'État, je pense, à son immense ministère. En tout cas, son ministère a récupéré sous sa coupe l'outre-mer, pas tué, il me semble. Je me souviens plus ce qu'il récupère aussi dans l'intervalle de ce remaniement. C'est dommage et dommageable. Oui, alors, autre enseignement, changement de porte-parole, Olivier Grégoire qui n'aura pas eu le temps de s'habituer à cet exercice puisque c'est Olivier Véran qui était lui en charge auparavant des relations avec le Parlement. Il s'est peut-être dit que c'est un peu trop le bordel, donc du coup, on va revenir à un truc beaucoup plus classique. Il a mis un spécialiste du bordel, la communication de temps de bordel, Olivier Véran, en son nom. Mais c'est quand même un sacré camouflet pour Olivier Grégoire. Ouais. Si peu de temps au porte-parole là. Qui devient ministre délégué, je crois. C'est ça, c'est là où l'exercice a quand même ses limites de deux choses l'une. Soit elle n'a pas fait le job, où il est de bon ton qu'elle soit sanctionnable et sanctionnée. On ne va pas la flageller en place publique, c'est pas le thème, mais c'est, il me semble, normal. Mais pour autant, elle a une petite promotion. Et on récupère un ministère assez conséquent sur lequel elle va pouvoir... continuer son envol au sein de la Macronie, et je suis pas certain que ça soit au bénéfice des Français. Autre retour, cher Azik, celui de Marlène Schiappa. Qui est inénarrable. Qui n'est jamais très loin finalement, soit des plateaux de télé, soit des ministères. Alors, il faut quand même dire qu'elle était ministre déléguée auparavant, sous la houlette de Gérald Darmanin. Aujourd'hui, elle devient secrétaire d'État. Donc c'est un retour à la case départ. Voilà, c'est ça. Oui, après sur Marlène Schiappa, c'est assez drôle. On pensait réellement qu'une page avait été tournée avec Macron 1, que certaines figures qui étaient vraiment estampillées, je pense à Christophe Castaner, Marlène Schiappa, Sibeth Ndiaye, dont vraiment le cœur du noyau nucléaire de la prise de pouvoir de 2017. Je pensais que cette tête-là ne serait plus forcément mise en avant par la Macronie. Pour moi, c'est presque un aveu de faiblesse. Lorsque vous ramenez Marlène Schiappa et que nous l'avons presque comme une politique aguerrie dans ce gouvernement comparé à ceux qui sont là aujourd'hui, ça montre à quel point ce gouvernement est plus technique que politique. Et ça pose un problème. Sur le remaniement en termes politiques, il me semble bien que Emmanuel Macron n'a pas compris
les résultats des C'était ma question législatives, du jour. il n'a pas compris les résultats des législatives au-delà des accointances poétiques avec ses petits amis. Ça veut dire, c'est le message que les Français lui ont passé, c'est pas d'ouvrir le gouvernement à Horizon, Agir et le Modem, c'était d'ouvrir le gouvernement à la société française et que l'entre-soi gouvernemental tel qu'il avait été pratiqué, qui a conduit aux Gilets jaunes, qui a conduit à certaines ruptures en termes de dialogue social, qui a conduit à évincer des corps intermédiaires, que cette manière-là n'était plus possible de faire la politique. On pensait qu'Emmanuel Macron avait entendu le message, force est de constater qu'il n'en est rien, et qu'on va continuer à essayer de gouverner via des accommodements institutionnels, via des accommodements juridiques tels que la Ve République le permet, comme le 49.3, comme le vote bloqué, comme le fait de pouvoir tenir sans avoir une majorité, sauf que politiquement, pendant 5 ans, ça va être très compliqué. Là, aujourd'hui, ils sont à peu près... ils sont 240 estampillés majorité présidentielle ou apparentée. Au jour d'aujourd'hui, donc ça veut dire qu'ils vont en perdre en cours de route et que le quinquennat n'a pas encore commencé, sachant qu'il sera marqué par l'inflation, par la guerre en Ukraine, par le problème écologique et le réchauffement climatique. Forte crise sociale. Avec de fortes crises sociales à prévoir. Ouais. Donc, je demande bien comment... Emmanuel Macron va pouvoir faire pour gouverner durant 5 années. Alors, autre tradition, on en parlait tout à l'heure par rapport au ministre de l'Outre-mer, qui ne sera pas respecté, c'est le vote de confiance demain à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne s'en passe bien. Ça me choque pas. C'est pas une première, d'ailleurs. C'est pas une première, c'est pas inscrit dans le marbre constitutionnel. Comme tu l'as dit, c'est plus une tradition qui repose sur aucun écrit. Maurice Curve de Murville... plus près de nous, Michel Rocard s'était bien passé de discours de politique générale. On va dire c'est plus un moment attendu par la presse et par les suiveurs qui est plus qu'un moment qui impacte la vie des Français. Ouais. Et quelques exemples historiques. On a eu des discours de politique générale qui ont marqué leurs contemporains. On pense au discours de Jacques Chaban-Delmas sur la nouvelle société en 1972 lorsqu'il gravissait en sautillant les marches de l'Assemblée nationale pour prononcer son discours, qui a vraiment marqué ceux qui l'ont entendu, qui a été subi d'aucun effet. Jacques Chaban-Delmas n'a même pas eu de carrière nationale ensuite suite à ce discours. Et à l'inverse, quelqu'un comme Georges Pompidou en 1962 était passé totalement à côté de son discours d'investiture générale, et pourtant ça l'a pas empêché d'être l'un des plus longs premiers ministres de la Ve République française et de devenir ensuite président de la République. Donc ça veut dire ce discours-là, on en fait... c'est pas un moment phare de la politique de la nation. Et encore plus lorsqu'on n'a pas de majorité, ça serait quelque peu suicidaire que de faire un discours et de demander l'opprobre de cieux. Allez, dans un instant, on va parler tourisme, les enfants, avec notre invité qui est arrivé dans le studio. Tourisme en Algérie et tourisme tout court aussi. On va profiter de sa présence pour peut-être se poser les bonnes questions pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Organiser vos vacances, des bons petits plans avec Razik qui est avec nous ici, qui a voyagé beaucoup, qui a fait tous les continents, et Salia Hadjinani qui est avec nous, que nous accueillons dans un instant. À tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous en direct, et on en a presque oublié quand même. On soit peut-être un peu vieux, Razik, peut-être nous sommes. De féliciter tous les bacheliers aujourd'hui. Ah oui, si. Bah quand même. On a croisé quelques-unes en venant en plus. Voilà, donc félicitations et assez bien. Et je suis sûr que beaucoup de familles ont fait retomber le stress. Et puis pour ceux qui vont au rattrapage, courage. Pour ceux qui l'ont loupé, écoutez, on fera mieux l'année prochaine. Hein, c'est comme ça que ça se passe, Razik. En tout cas, félicitations à tous les bacheliers de France. Je ne sais pas quel est le taux de réussite d'ailleurs cette année. On n'a encore pas le chiffre peut-être. On va voir ça. Nous accueillons notre invitée, Salia Hadjinani, qui est avec nous. Bonjour Salia. Bonjour, comment ça va ? Ça va ? Ça va. Journaliste, mais pas n'importe quel journaliste. Journaliste dans le tourisme. Absolument. Ouais, ça c'est pas mal. Mais alors, franchement, tu voulais faire ça quand t'étais petite ? Moi, je veux voyager. Ouais. Comment voyager ? Allez, je vais faire du journalisme. Et pourquoi pas dans le tourisme ? Hein ? C'est bingo quand même, non ? Hein, bon. Alors, tu viens nous présenter le magazine Escapade. Qui sort aujourd'hui d'ailleurs ? Oui, il sort aujourd'hui le 5 juillet, donc date symbolique. Ah oui. Ouais. Je pense que nos auditeurs ils savent très bien pourquoi. Ah bah oui. Parce que c'est les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Et donc la couverture, c'est l'Algérie, c'est le Markham Chahid, c'est le sanctuaire des martyrs, donc Alger.
Et justement, on parle, et chose que beaucoup de gens ignorent, de tourisme en Algérie. Il y a du tourisme en Algérie ? Et oui, il y en a. C'est vrai que c'est un pays qui est pas souvent sous les projecteurs dans le domaine. C'est vrai que on voit toujours la Tunisie, le Maroc, qui sont plus habitués finalement au tourisme que l'Algérie. Et l'Algérie, c'est souvent, on se dit, c'est pour les familles franco-algériennes ou la diaspora en général. Et ils vont faire du tourisme là-bas pour voir leur famille. Accessoirement, ils vont découvrir le reste du pays. Mais c'est en train de changer parce que, en fait, il y avait cette tendance déjà de vouloir découvrir l'Algérie, qui est une destination quand même un peu mystérieuse, que les gens ne connaissent pas vraiment. Mais là, avec le Covid, c'est ce que j'expliquais il y a pas très longtemps, c'est que, en fait, on veut aller dans des destinations qui sont justement pas connues, qui sont loin du tourisme de masse, qui sont préservées, qui sont authentiques en fait. Et l'Algérie, elle s'inscrit typiquement dans cette nouvelle tendance, même si c'est vrai que c'est pas une destination ultra touristique a priori. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des circuits qui se sont créés. Là, il y a pas si longtemps que cela, notamment dans le Sahara, je crois. Oui. Voilà, des circuits qui se font et beaucoup de gens qui y vont. Ça reste encore un peu cher, hein, ça dire. Oui, c'est vrai que il y a ce problème du prix, mais il faut quand même bien préciser que quand on a des euros, aujourd'hui, c'est très intéressant de voyager en Algérie. On a un pouvoir d'achat qui est important. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit. Après, c'est vrai que les hôtels, on peut trouver des tarifs globalement comparables à ce qu'on a en France. Mais si on va vers les maisons d'hôtes, les Airbnb qui sont quand même bien Ah, il y a des Airbnb, oui, Airbnb il y en en a. Algérie. Il y en Énormément. a. Oui, ouais. voilà. Ça marche Vas-y, que qu'il est au courant. système hôtelier. On apprend des trucs. Hein. Airbnb, Alors, tu as, je suppose, C'est moins cher, forcément. Je suppose que tu as voyagé dans toute l'Algérie ou une grande partie. Oui, une grande partie. Oui. Alors, quels sont les endroits mythiques? Franchement. Ah bah alors, là, il paraît quand on change de région, pardon, on a l'impression de changer de pays. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, parce que donc, dans le magazine, on a fait un top 10 des plus belles villes d'Algérie. Bon, évidemment, il y a des gens qui vont dire... Quelle est la première, il y a des gens Salia qui vont dire, mais pourquoi vous n'avez pas mis ma ville? On ne pouvait pas toutes les mettre, sinon on aurait dû sur peut-être quels faire un critères, top 1. surtout? Oui, la première, c'est Alger. Hein. Ouais, mais sur quels critères vous avez Alors, sur quels critères disons, c'est difficile, mais déjà, elles sont toutes très belles. Ces 10 villes qu'on a choisies, c'est vraiment des villes cartes postales, avec des centres historiques incroyables, un patrimoine, comme on en trouve beaucoup en Algérie, qui est avec des musées vraiment, comme à Alger, par exemple, qui a le musée des Beaux-Arts, qui est un des plus grands musées d'Afrique en matière d'art, avec près de 8000 œuvres. Et puis, on a aussi mis en avant Oran, parce qu'il y a les Jeux méditerranéens, parce qu'il y avait quand même l'actu, il fallait en tenir compte. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la clôture. Absolument. Avec probablement un concert de DJ Snake. J'ai vu qu'il était arrivé. Il sera plus dans les gradins. Il est arrivé, mais pas sur les platines. Mais c'est vraiment dommage. Il sera parce là. que moi, j'aurais rêvé. Vous avez vu quand même Disco Maghreb. Oui, bien sûr. Ça se passe à Oran, l'ouverture du clip. Et donc, il y a aussi Constantine, parce que gros patrimoine aussi là-bas. On a mis Annaba, qui est un peu le petit côté Dolce Vita de l'Algérie, avec un petit côté un peu italien là-bas. Et alors que Oran serait plutôt inspiré par les Espagnols, du fait de l'histoire, avec Santa Cruz. Et oui, le rythme andalou d'ailleurs, et l'alaoui qu'on entend revisiter version électro dans le clip de DJ Snake. Et puis bien sûr, on a mis Janet, parce qu'il y a les peintures rupestres, qui sont quand même patrimoine de l'UNESCO. Il y a plus de 15 000, disons, gravures rupestres qui sont qui montrent qu'il y avait une vie en Algérie depuis des millénaires. Et depuis 6000 avant Jésus-Christ, donc c'est quelque chose quand même que parfois les gens ignorent, mais qu'on trouve en Algérie. On va peut-être le dire au président Macron, oui, parce qu'il croyait que l'Algérie était une construction française. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Il faut que les Algériens ils soient fiers de leur patrimoine et de leur histoire, et parfois eux-mêmes l'ignorent. Et bon, c'est sûr. Salia, il manque de régions là. Comment? La Kabylie, vous avez mis quoi? Ah, j'ai mis Béjaïa, bien sûr. Ah bon? Vous croyez quand même pas que j'allais oublier la Kabylie? Béjaïa, pourquoi Béjaïa? Parce que c'est en bord de mer, qu'il y a le Cap Carbone, qui est un des phares les plus hauts de la Méditerranée, qu'il y a cette vue imprenable sur la mer, comme on peut trouver en Corse. Donc, c'est quelque chose, il faut y aller. Il faut le voir pour le croire. Et il y a la montagne juste à côté. Oui, la montagne juste à côté. Vous y êtes allé? Non. Razik connaît bien. Oui, je connais très bien. Béjaïa. Bien sûr. Alors, c'est beau ou pas, Béjaïa? C'est très beau. D'accord. Alors, parmi les villes qu'elle vient de citer, mon cher Razik, est-ce qu'il y en a que tu ne connais pas? Oui, malheureusement, ma connaissance de l'Algérie s'arrête à 3 wilayas, malheureusement. Le 06, le 16 et le 15, à peu près. Donc, la petite, la grande Kabylie à Alger. Après, je suis un amoureux d'Alger. Je souscris, je signe et contresigne ce que vient de dire Salira sur la beauté d'Alger, une des plus belles baies du monde. Moi qui m'a été donné de voir naturellement, c'est sublime. Et cette Casbah, les couleurs blanches, les différents reflets, les différentes couleurs selon l'heure de la journée, le lever, le coucher du soleil.
et qui est marqué par l'histoire. Il faut le savoir, Alger est la ville au monde où on parle le plus français derrière Paris, devant Lyon et Marseille. C'est une ville extrêmement francophone. C'est une ville, si on vous kidnappe demain, on vous transfère à Alger, on vous dit pas, vous voyez pas la mer, juste vous la sentez, on ne vous dit pas que vous êtes sur Alger, vous jurerez que vous êtes sur Paris. Et en plus de ça, ou Marseille complètement, ou Barcelone, enfin en tout cas sur une ville méditerranéenne. Il y a l'accent quand même qui trompe pas. Et qui a su garder aujourd'hui le travail aussi de remettre en valeur la Casbah d'Alger, de remettre en valeur le patrimoine d'avant la colonisation, et c'est pour ça, je sais qu'il y a des critiques dont j'ai pu faire partie un temps sur la grande mosquée d'Alger. Il me semble que c'était une construction qui rappelait aussi cette identité-là à Alger. Et ça manquait aussi dans cette grand défilé militaire d'ailleurs devant la grande mosquée d'Alger ce matin. Grande mosquée d'Alger qui a quand même le minaret le plus haut du monde. Ah oui. Mais oui. Alors Salia, dans un 267 mètres pour ceux qui veulent savoir. Hormis ce gros dossier donc présent dans Escapade qui sort aujourd'hui, rappelons-le, on y parle de quoi dans Escapade? Alors on vous donne des bons plans. Tu en es, je le rappelle, la rédactrice en chef. Oui. Alors on a fait une sélection des bons plans d'été de dernière minute parce que c'est vrai qu'on est beaucoup avec cette période un peu trouble du Covid. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment choisi encore où ils allaient partir. Ouais. Ils hésitent. Donc on a fait une sélection avec pas mal de bonnes adresses dans différents pays plutôt d'Europe et aussi en France. Très bien. Alors, restez avec nous. Dans un instant, on va accueillir Jamel. Et puis, j'aimerais, Razik et toi, Salia, profiter de ta présence. Je sais que beaucoup retournent dans les pays d'origine, évidemment, après la période du Covid. On va commencer par cela avant de parler d'autres destinations. Je vais vous demander, vraiment sincèrement, pour ceux qui, malheureusement, ne connaissent pas franchement leur pays d'origine, parce qu'ils vont toujours au même endroit, ils ont envie peut-être de visiter cette année les 4 lieux importants à ne pas louper en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Je compte sur vous, Salia et Razik. On en reparle dans un instant, ne bougez pas. C'est très court, on est de retour sur France Maghreb 2 avec Razik Métiche, avec Salia Adjelani qui est avec nous, rédactrice en chef du magazine Escapade qui sort aujourd'hui. Un gros dossier à lire donc sur le tourisme en Algérie, les 10 villes à ne pas louper en Algérie, Salia. Jamel est avec nous, salut mon Jamel. Salut mon Christophe, madame la rédactrice en chef. Monsieur Razik. Bonjour. C'est bien. On est poli ici. Les auditeurs sont polis, hein, t'as vu? Madame la rédactrice en chef. C'est beau. Même si Christophe tutoie tout le monde. Non, je plaisante, je le taquine. C'est vrai, mais on va pas. Attendez. Je dis toujours, je n'aime pas l'hypocrisie, donc on se tutoie avec Salia. Pourquoi on va pas se tutoyer à l'antenne? Oui, c'est vrai. Je veux dire, on va pas faire semblant. On est naturel ici, vous le savez, plus que jamais. Alors mon Jamel, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça va. Moi, j'entends parler de l'Algérie, donc forcément, ça me parle aussi. Et tu as dit quelque chose qui est très intéressant, c'est que beaucoup ne connaissent pas forcément le pays. C'est quand même un pays qui fait à peu près 4,4 fois la taille de la France. Donc, le plus grand pays d'Afrique. Ne serait-ce que d'une wilaya à l'autre, tu peux avoir des changements. Alors le plus grand pays d'Afrique, oui, Salia, après que l'on ait séparé le Soudan d'eux. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais faut dire la vérité. Tout à fait. Ouais. Jamel, pardon. Tu sais que dans la même wilaya, tu peux avoir des différences sur le parler. Moi, mon père, Larahmo, et ma mère, déjà, nous, on est collés à la frontière avec le Maroc. Déjà, tu as des différences. Et moi, il y a un facteur que je prends surtout, c'est la bouffe. Ah oui. Je le dis clairement, tu vas à Razaouet, le parler et le manger ne sont pas pareils que juste à côté de Marnia, côté de Tlemcen. Après, on remonte, tu as des trucs magnifiques. Et moi, le petit plan que je peux donner aux gens, surtout que comme on le sait, quand tu as des euros en Algérie, nous on a un système magnifique qui s'appelle le taux de change parallèle avec une application dédiée, qui est assez drôle. Ça c'est magnifique, mais un billet d'avion coûte 4000 dinars en aller en vol intérieur. En vol intérieur, tu en as là pour un aller à 4000 dinars, ça te revient, moins de 20 euros. Et ça te permet d'aller à droite, à gauche dans ce pays qui reste magnifique. Moi, je débarque à Alger, je reprends mon avion pour Oran ou Tlemcen et j'ai qu'une envie, c'est de reprendre le volant, descendre à Béchar ou bien de pousser même plus bas dans le Sahara. Il y a des choses qui sont magnifiques. La Kabylie, moi je connais beaucoup de Kabyles qui me disent mais viens, c'est magnifique. Tu as l'Est, tu as tellement de choses et dans les autres pays aussi. Mais ce pays-là mérite d'être connu par cette jeunesse dont je fais partie, enfin je suis plus très jeune maintenant, mais par les gens qui ne connaissent pas forcément le pays et ses différences.
Merci moi, mon Jamel pour la petite carte postale en tout cas de ce beau pays d'Algérie. Alors justement Salia, ça tombe bien. Pour ceux là qui vont repartir en Algérie et qui comme Jamel peut-être ont l'intention d'aller un peu visiter d'autres endroits que ceux qu'ils ont l'habitude d'aller, c'est-à-dire chez eux, dans leur famille, dans leur région, et peut-être que l'occasion est en famille d'y aller visiter un petit peu ce beau pays qu'est l'Algérie. Salia, quels sont les lieux incontournables? Franchement, là, si on a envie de se faire un road trip ou un petit kiff là au bled en Algérie, on va où? Alors, Quels sont les endroits à ne pas louper? Déjà, vraiment je voulais juste rebondir sur ce qu'il disait. C'est très vrai. C'est un vrai bon plan d'acheter ses billets en Algérie, de ne pas les acheter avant, parce qu'on fait une économie considérable quand même. Hein. Donc, oui, c'est une très bonne idée qu'il a eue de nous parler de ça. Donc, je dirais, c'est difficile parce que l'Algérie, c'est immense. Ouais. Donc, Alger, comme je disais tout à l'heure, la Casbah, je pense qu'il faut vraiment aller se perdre dans la Casbah. Il y a des artisans qui font des choses incroyables, alors on peut échanger avec eux très facilement, puis repartir avec un joli souvenir. On peut se poser sur une terrasse, avec vraiment les gens qui habitent là-bas depuis très longtemps. Et c'est quelque chose quand même qu'il faut vivre, parce que c'est vrai que la Casbah, pendant longtemps, elle n'était pas forcément touristique. Et au-delà de son histoire, qui est très forte, vous le savez, avec la décolonisation, etc., mais il faut vraiment... y aller et se poser, prendre le temps. Est-ce qu'elle est entretenue, cette Casbah? On a dit un temps qu'elle n'avait pas été entretenue, qu'elle est un peu détériorée. C'est vrai qu'il y a des endroits qui sont un peu détériorés, il ne faut pas se mentir, hein, mais quand même, il y a plein d'endroits qui tiennent bien debout. Je vous promets que vous allez apprécier la balade. Ouais, c'est beau. C'est très pittoresque. pittoresque. La Casbah d'Alger, à ne pas louper. Vraiment, énorme coup de cœur pour ce quartier d'Alger. Après, bien sûr, il y a la promenade en bord de mer, la fameuse promenade qu'ils ont, disons... mis en place il n'y a pas très très longtemps, qui est au niveau de la grande mosquée dont on parlait tout à l'heure. C'est la promenade des Sablettes. Alors là, c'est très familial. Ouais. Vous pouvez vous balader pendant des heures. C'est vraiment en bord de mer et c'est aménagé. Il y a plein de choses pour les enfants aussi, pour jouer. Et puis, il y a des vendeurs de thé. Enfin, c'est impossible de s'ennuyer. J'adore cette atmosphère, surtout quand le soleil... C'est un peu comme à Marseille, non? Un peu, mais c'est pas... Mais oui, c'est un peu comme ça, mais c'est pas urbanisé. C'est-à-dire qu'on est vraiment loin des bâtiments, quoi, à part la grande mosquée. Ouais. Alors, hormis Alger... Franchement, si on a envie de se faire un trip, on prend un avion, on va où? Alors, moi, je dirais prenez la route, parce que Oran, c'est vraiment une des plus belles villes d'Algérie. C'est à 4 heures de route, il y a une autoroute quand même qui y mène, donc c'est très rapide. Il paraît qu'elle est superbe, l'autoroute. Oui, franchement, aucun problème. Il y a même des endroits pour s'arrêter, faire des petites courses si on a un creux ou quoi. Ouais. Et comme en France, c'est vraiment la même chose. Et puis, vous arrivez à Oran, et puis là... il y a quand même ce centre magnifique qui avec beaucoup de bâtiments haussmanniens. Enfin, ça ressemble un peu à Alger par certains côtés. Mais ce que j'adore, c'est vraiment la baie avec Santa Cruz. La baie d'Oran, c'est quelque chose qu'il faut voir une fois dans sa vie. Donc, vous allez monter là-haut et puis il y a un petit côté Corcovado, vous savez, c'est splendide. Et là, vous prenez une claque, clairement. Bon, Razik, t'as envie de te prendre une claque? Ouais, je valide. Ouais. Je vais juste rajouter une petite touche sur Alger. Si on a des personnes, quelque chose que je conseille qui est à la fois patrimonial et pour le plaisir des yeux, c'est de monter quand même au monument aux morts à Makam Charid. Ah, bien sûr. Vous avez là-bas le musée du Moudjahid que je conseille à tout le monde. Qui a un monceau d'histoire en plein cœur de ville. Là, vous dominez en fait, vous êtes en hauteur d'Alger, vous dominez donc toute la baie d'Alger, profitez. Et lorsque vous redescendez, vous avez le musée d'histoire naturelle et quel autre musée, je crois, le musée militaire. Oui, vous avez 2 autres musées qui sont aussi à faire. Le prix des musées, rares sont les fois où on vous demande de payer déjà. Ouais, c'est vraiment pas cher. C'est soit gratuit, soit on vous demande rien. C'est vraiment rien du tout, quoi. C'est vraiment une petite participation symbolique. Et ensuite, vous pouvez descendre comme ça sur le jardin d'essai. Qui a été requalifié, qui est immense et qui est magnifique et qui donne sur la plage le plus ancien jardin d'Afrique, jardin botanique d'Afrique. Donc vous avez toute cette partie là où vous faites à la fois la découverte du patrimoine et le plaisir des sens et des yeux. Et j'aime aussi sur un autre côté, vous avez toute une partie sur les hauteurs d'Alger avec Notre-Dame d'Afrique. Ah bah j'allais venir. Que vous dominez, et en contrebas vous avez le cimetière
cimetière juif de Bollorine et vous avez la mosquée aussi de Bollorine. C'est un pan de l'histoire algérienne. Pour la petite histoire, Roger Hanin est enterré dans ce cimetière-là. Ouais. Et ce sont des lieux qui sont partie intégrante dans l'Algérie moderne, contemporaine jusqu'à aujourd'hui. Bon, alors vous voilà bien garni en tout cas pour cette année. On réinvitera Salia plus régulièrement pour qu'on parle un peu plus et d'autres villes, peut-être en lumière. En tout cas, allez lire ce dossier dans le magazine Escapade. Ça coûte combien le magazine ? 6,90. Ça va, le coup. ça va, Oui. 6,90, voilà. Vous avez un On peut donner une concentré dernière d'Algérie. précision pour la route. Oui, vas-y, Pour je t'en ceux prie. qui le veulent aussi, prenez la route. Vous partez d'Alger et vous allez jusqu'à Béjaïa. Vous avez une route qui longe toute la côte. Et vous allez passer par des endroits sauvages, sur des kilomètres entiers. C'est là un des attraits, l'une des merveilles de l'Algérie contemporaine. Je ne connais pas réellement de pays sur la Méditerranée qui peut se targuer d'avoir autant de côtes sauvages. Ouais, et lorsque vous faites, c'est sublime, vraiment. Ouais, ça vaut le coup. Et ça donne envie là, hein. J'ai envie de partir là aussi maintenant. Hein. Parler d'un site bien connu qui est pas loin d'Alger justement, qui s'appelle Tipaza, je pense. Oui. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas rater. Puis vous avez plein de petits restaurants de poissons juste à côté. Donc on peut allier l'utile à l'agréable. Bon, on se cultive avec ce site patrimoine de l'UNESCO. Ces ruines romaines qui sont bien préservées et on a très peu de touristes, c'est quand même le rêve. Donc allez-y si vous voulez flamber évidemment pour être les meilleurs représentants de votre pays et de votre ville, pourquoi pas. Allez découvrir les 10 villes, le classement des 10 villes dans ce dossier qui est dans Escapade avec en premier, on l'a dit, Alger évidemment. Moi, on m'a dit aussi que vraiment d'aller vers Djennet, tout ça, c'est encore un autre pays, c'est encore un autre paysage, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est l'immensité du Sahara, quoi. C'est presque mystique. Hein. D'ailleurs, il y a des retraites qui se font de plus en plus, pas vraiment à Djennet, mais du côté de la Sécrème, il y a vraiment des gens qui partent et qui coupent avec la civilisation. Hein. Ouais. Et ça se fait beaucoup. Alors, quel type de circuits sont disponibles aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Salia, pour l'Algérie par exemple ? Alors, disons que le circuit, j'ai envie de dire, c'est à vous de le construire parce que je déconseillerais tout ce qui est circuit préétabli que vont proposer les agences. Moi, je dirais, vous partez avec votre voiture. À vous de faire son truc. Voilà. Je dirais, faites-vous votre circuit sur mesure parce que c'est immense et les vacances, elles sont pas extensibles, donc il va falloir être sélectif. Et je pense qu'il faut faire selon ses goûts, selon ses envies. Alors, justement, la question est... Je n'ai pas visité l'Algérie, je souhaite la visiter pour avoir un petit peu, en prendre plein les yeux et en voir de toutes les couleurs. Si j'ai envie de faire l'Algérie d'est en ouest, de sud au nord, franchement, quel est mon circuit idéal ? Alors, ce que vous pourriez faire, c'est peut-être vous concentrer cet été sur la côte nord. Ouais. Et donc les 10 villes, enfin les 8 villes, parce qu'après on va dans le désert, mais j'explique bien que dans le Sahara, c'est peut-être pas la bonne saison. Parce qu'il fait très chaud là. Ouais, c'est vrai. Donc faut être motivé. Mais sur la côte nord, vraiment, moi je dirais restez au niveau de la Méditerranée. N'allez pas plus loin parce que quand même, c'est la route. On fait ce que propose Razik. On prend la voiture d'Alger après avoir bien visité tout ça et puis on va direction Béjaïa. Voilà, Béjaïa qui est top. Il y a beaucoup d'ambiance l'été. Je recommande. Clairement. Ouais, clairement. Les grandes plages, les. Oui, c'est aller super. faire des petits tours en montagne aussi, dans la vallée de la Soumam. Oui, aussi, c'est bien chez moi. sûr. Oui, je sais que c'est chez toi. Eh oui. Il y a un excellent musée aussi là-bas. C'est vrai. Ça me rappelle, vous savez, le couple de Pékin Express là, qui voyage un peu partout là. Ah oui. J'avais pas suivi. J'ai pas suivi, mais alors... On pourrait monter l'affaire Salia et Razik. Ça peut se faire avec vos connaissances. Alors, il n'y a pas que l'Algérie non plus. Il y a aussi d'autres pays à côté. On est un peu nationaliste, mais faut être équitable. Alors, par exemple, je vais aller au Maroc, Salia, cet été. J'ai envie de visiter ce beau pays parce qu'il est magique aussi, le Maroc. Il a beaucoup de paysages. Il regorge beaucoup de paysages extraordinaires. Quel est le circuit idéal qu'on fait nous-mêmes, évidemment, comme tu le conseilles? On va où? On fait quoi? Moi, je dirais, il y a évidemment Marrakech, mais ça tout le monde connaît. Mais l'été, Marrakech, il fait très chaud. Ouais. Mais alors, l'avantage, c'est que c'est un petit peu moins cher quand même qu'en hiver. Bon, donc c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Ouais. Parce qu'il y a quand même une certaine inflation que vous avez dû remarquer. Oui. Donc, les prix cet été partout, c'est quand même, il faut s'accrocher. Donc, oui, c'est vrai qu'alors Marrakech, vous avez quand même les piscines qui vous permettront de vous rafraîchir dans les différents riads et tout. Mais moi, la ville que j'aime beaucoup, c'est Tanger. Parce que cette atmosphère quand même de ville portuaire un petit Pareil, peu... on dirait San Francisco avec les grandes montées dominées. Exactement, puis il y a ce petit côté espagnol et puis il y a ce prestige de Tanger, l'international, qui était fréquenté par beaucoup d'artistes. Hemingway, par voilà, donc il y a quand même
c'est une ville de culture et les Tangérois, je les trouve vraiment très très sympas. Ils sont très fêtards aussi, donc si vous aimez la fête, vous vous ennuierez pas. Ouais. Et donc et puis vous êtes pas loin de l'Espagne, donc il y a ce petit côté, voilà, on se Après, couche il y a des tard. villes plus traditionnelles comme Fès, par exemple. Bien sûr, alors Fès, c'est un incontournable, hein, c'est une ville impériale splendide. Et je mettrais Rabat aussi. Oui, J'avais aussi, été qui est surpris souvent par la sous-cotée. beauté de Rabat. Souvent sous-cotée. Vraiment. Parce que sa Médina, elle est juste magique. En Sublime. plus, elle a été complètement restaurée. C'est vraiment très joli. Et il y a quasi pas de touristes comparé à Marrakech. Donc oui, et c'est une ville très propre, avec beaucoup d'espaces verts. Vraiment très agréable hein, de faire une halte à Rabat, de visiter le musée d'art contemporain qui est vraiment dans le centre. Et donc voilà, Rabat, Marrakech. Bon, bien sûr, il y a aussi Agadir, hein, incontournable, parce que les grandes plages là-bas l'été, c'est fantastique. On n'est pas les uns sur les autres. C'est quand même appréciable. Et c'est une ville très, très ensoleillée. Donc là, vous êtes sûr que vous allez profiter de vos vacances avec un petit hammam en plus. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de Ce qui n'est hammams. pas négligeable. Voilà, exactement. Parce que c'est pas cher, hein, les hammams là-bas, contrairement à la France. Ouais. Et donc, quoi d'autre hein bah, je dirais, c'est déjà pas mal hein, pour le Maroc. Bon, c'est pas mal pour le Maroc. On se fait ce petit circuit là cet été, évidemment, pour les Et Saouira Marocains. aussi. Et Saouira. Pour ceux qui aiment Bah, faire aller de manger la du planche. poisson. Voilà, manger du bon poisson, Ouais. faire de la planche à voile aussi, parce que c'est une ville très vantée. Donc, les amateurs de sport Pareil qu'il y a un nautique. microclimat là-bas. Oui, exactement. Ouais, Et c'est vrai. il fait meilleur l'été que dans le reste du Maroc au niveau température, parce que c'est vrai qu'il fait chaud, hein, mais bon, Ouais, après, c'est... il fait très chaud. Voilà. Donc, et Saouira, il fait un peu plus frais. Ouais. Donc, vous pouvez profiter quand même de ce petit microclimat. Tu connais le Maroc, Razik? Oui, je suis parti une fois. Qu'est-ce qui t'a marqué? Rabat, franchement, Rabat. Rabat et Tanger. Pour vrai dire, pour dire vrai, j'aurais dû rester une semaine à Marrakech et 2-3 jours à Rabat, 2-3 jours à Tanger. Au bout du 3e jour, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis parti de Marrakech. J'ai pas supporté. Ouais. Le côté très, très intra-touriste, voilà, ouais. je supporte pas. Ouais. J'ai pas la patience Il y a d'être plein de gens, alpagué c'est vrai, partout. qui en peuvent plus. Donc j'étais vite parti de Marrakech. J'avais été agréablement surpris de la beauté de Rabat et de la beauté de Tanger. Je sais que si je retourne au Maroc, je retournerai pas à Marrakech. Ça me parle pas. Alors, oui, Salia. Il y a aussi une petite ville qui est J'aime pas bien les très petites loin de villes. Tanger, Ouais. qui s'appelle Chefchaouen. Je pense que Chefchaouen, ah ouais. C'est juste magnifique. Ça ressemble à un mini Santorin. C'est blanc, c'est blanc et bleu. C'est dans les montagnes. On est loin de la mer, mais qu'est-ce que c'est joli. Ouais. Franchement, vous allez devenir dingue là-bas parce que toutes les rues, elles sont aussi belles les unes que les autres. Puis vous pouvez dormir chez l'habitant. Vous avez plein de maisons d'hôtes. C'est très authentique, vraiment. Je recommande, si vous avez envie d'être dans les montagnes, pour le coup, bah, vous allez à Chefchaouen, vous allez être servi. J'imagine que le complexe hôtelier est plutôt pas mal du tout au Maroc. Oui, ils sont top. habitués Ouais. dans ce secteur, donc ils font de très beaux hôtels pour des prix qui restent quand même corrects malgré l'inflation. Mais, Ouais. mais bon, Et réservé. on mange pour pas cher toujours ou pas? Franchement. Bah, c'est sûr que si on va dans les quartiers branchés de Marrakech, non. Non. Mais il faut aller, il faut pousser les portes, il faut aller hors des sentiers battus, et là vous allez trouver les bonnes adresses. Toujours discuter avec les locaux. Faut Moi pas j'avais avoir été en peur. 2004, on pouvait manger pour 10 € à l'époque. Hein. Oui, à l'époque. Bon, là, Bien, c'est hein, un ouais, bon tagine ouais, et tout, hein, super. ouais. C'est un petit peu plus cher maintenant, mais ça reste quand même moins cher que ce qu'on trouve en. Dans en un France. instant, on file en Tunisie. Et puis, alors, on va vous donner des idées pour ceux qui, justement, ne veulent pas aller dans ces pays-là l'été. Des bons plans. On va faire catégorie d'âge, hein, famille, aux jeunes. Voilà, vous allez nous dire tout ça, vous qui êtes présents aujourd'hui. Razik Petish et Salia Hadjilani, rédactrice en chef du magazine Escapade, qui sort aujourd'hui avec un gros dossier consacré au tourisme en Algérie. Le grand forum en mode vacances, en mode voyage, en mode tourisme. Avec nous aujourd'hui Razik Petish qui est avec nous et Salia Hadjilani qui est avec nous, rédactrice en chef du magazine trimestriel qui s'appelle Escapade, dont c'est le 5e numéro qui sort aujourd'hui même, avec un dossier important consacré au tourisme en Algérie et aussi, Salia, une interview croisée, j'ai envie de dire, de 2 ambassadeurs. Oui, puisque c'est inédit, donc j'étais très contente d'avoir réussi à décrocher cette interview de l'ambassadeur d'Algérie en France et aussi de l'ambassadeur de France en Algérie. Ouais. Donc en fait, c'est des interviews vraiment avec les mêmes questions. J'ai voulu être équitable et chacun y répond avec son expérience de l'Algérie. Bien sûr, l'ambassadeur d'Algérie en France, il est plus... Il va répondre beaucoup plus longuement, mais parce qu'il connaît beaucoup mieux l'Algérie, évidemment. Ouais. Mais l'ambassadeur de France aussi... il se débrouille pas mal parce qu'il venait, en fait, il raconte qu'il venait dans son enfance beaucoup à Alger, dans le quartier d'Albiar, qu'il a découvert avec son père et aujourd'hui il y est avec l'ambassade, donc il est très heureux. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien l'Algérie, il parle couramment l'algérien, donc le dialecte algérien, et sa femme est algérienne, figurez-vous. Ah oui, ça aide.
Forcément. Oui, ça aide. Forcément. Alors, on a parlé de l'Algérie évidemment, du Maroc, et j'ai oublié de vous demander quand même une chose importante. Quand on est à Alger, par exemple, on va prendre deux villes, là, Alger en Algérie et je sais pas, Rabat ou Marrakech ou Tanger d'ailleurs, selon, pour nous donner un super resto qu'il faut absolument pas louper. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient en tête comme ça, à Alger par exemple? Tous les deux là. Je ne plus des noms. Moi, je me laisse guider en fait. Ouais. On me dit viens dans la voiture, monte, je vais te ramener à alors, un endroit, on me ramène. Je vais refaire ma question. Comment repère-t-on un bon restaurant à Alger? S'il y a la queue devant, c'est bon. C'est vrai? Non, mais c'est vrai que c'est. Non, mais c'est important. Attention aux attrapes touristes où il n'y a pas un chat, vous allez bien tomber malade en plein été. Faites attention parce que voilà. Donc, c'est quelque chose qui vaut dans le monde entier. C'est un conseil qui a l'air comme ça un peu la palissade, mais je vous promets que ça marche. T'as eu des petites anecdotes dans ce type? Disons que. Qui se raconte ou pas d'ailleurs. En fait, on a tous eu ces mésaventures. Clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que. Des touristes à du bled bien ouais, exactement. Donc, on fait attention à ça. Et il y a des restaurants, par exemple, de poissons. Si vous voyez personne à l'intérieur, n'y allez pas. Ouais. Voilà, c'est mon seul conseil. Bon, d'accord. Et à Tanger, la au Maroc, est-ce qu'il y a un restaurant comme ça qu'il faut pas louper? Vas-y. Non? Je sèche. Franchement, j'ai une excellente mémoire sélective, mais je retiens pas les auditeurs évidemment peuvent nous appeler pour nous donner des bons restos et des bonnes adresses. C'est difficile d'en citer un comme ça, c'est quand même. Mais ce que je conseille, c'est d'aller chez l'habitant. Vraiment, là, vous allez bien manger. Oui. Au Maroc, c'est quelque chose. Le thé, il est extraordinaire. Oui, le thé avec les petits gâteaux, bien sûr. Hein? Le thé au Maroc, il a jamais le même goût? Non, jamais. Ouais. Parce que chacun a sa recette. Mais je recommande vraiment d'aller chez l'habitant parce que là, vous n'allez pas vous faire piéger au niveau des portions. Et puis, vous savez que c'est préparé avec amour. Et je pense que c'est ça. Puis l'accueil la maghrébin. cuisine, à la fin, avec l'accueil, avec la famille. Et c'est ce qu'il faut faire. Alors, si on partait un peu en Tunisie, là. En Tunisie, je pars cet été en Tunisie. Quel est le circuit idéal, ma chère Salia, pour la Tunisie? Alors, bon, Tunis, puisque souvent on atterrit là-bas. Ce qu'il faudrait faire à Tunis, plutôt que juste le bord de mer, je dirais d'aller dans la Médina de Tunis, qui est vraiment exceptionnellement jolie et qui souvent, il n'y a personne, pareil. On ne va pas se retrouver avec beaucoup de monde et il fait frais quand même l'été. Donc dans les petites ruelles de la Médina. Et il y a plein de petites terrasses où on peut se poser. Et pareil, on peut prendre le temps. C'est ce que je recommanderais en premier. Ouais. Après, bien sûr, il y a la Goulette, il y a tout ça. Mais je veux dire, c'est tellement connu. Bon. Les ruines de Carthage, le Bardo. Oui, les ruines de Carthage, bien sûr. Mais j'irai aller. Perdez-vous dans la Médina, c'est pas dangereux. Après, il faut pas rester non plus après 18h parce qu'il fait nuit et c'est pas très bien éclairé. Mais dans la journée, vous pouvez faire en plus, bien sûr, du shopping pour pas cher du tout parce que justement, il n'y a pas beaucoup de touristes. Et ça fait un moment que c'est le cas dans la Médina de Tunis. Donc, rien à voir avec la Médina de Marrakech. C'est l'opposé. Ouais. Donc, je recommande, mais à fond, si vous faites une Médina dans le Maghreb, faites celle de Tunis. Voilà, après Djerba. Alors vraiment Djerba, pas pour les complexes hôteliers, mais pour ce petit village tout blanc, pareil, qui est très, très authentique, qui ressemble un peu à un village grec. Je ne sais pas si vous connaissez Djerba, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté très artiste, avec plein de petites échoppes, comme ça on peut acheter de l'artisanat local. Et puis vraiment, les Djerbiens, ils sont un peu à part en Tunisie, ils ont vraiment leur culture, ils ont vraiment leur identité, avec leur architecture, leur petite maison. Qu'on appelle des menzel et tout, c'est vraiment quelque chose à voir. Et sortez vraiment, si vous avez par exemple pris un all-inclusive à Djerba, je dirais sortez, ne restez pas dans votre hôtel parce que c'est très tentant. Et c'est pareil à Hammamet, ne restez pas dans votre hôtel parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont peut-être réservé pour cet été des all-inclusive parce que c'est vrai que c'est quand même moins cher. On critique le tourisme de masse, mais bon, après, c'est quand même un budget de sortir des sentiers battus. Mais là, vous pouvez le faire parce que vous n'êtes pas loin, en fait. Ouais. Donc, vous pouvez aller de Hammamet à Sousse, c'est ce que je voulais dire, où il y a aussi une très jolie Médina. C'est une ville qui n'est pas trop visitée, finalement, par les touristes et qui est vraiment à côté d'Hammamet. Et puis, vous avez Djerba, vous ne restez pas sur la plage, allez vraiment voir ce village qui est magnifique et prenez le temps de discuter avec les Djerbiens qui sont très fiers de leur culture ancestrale. Et on y mange bien, en plus. Ah oui, on mange super bien, alors là. Ouais, le poisson à gogo. Ah, mais oui. Ouais. Naples. Moi, j'ai bien aimé Naples. C'est vrai que Naples, c'est aussi une ville qui est un peu oubliée parfois par... Et on sait pas pourquoi. À côté d'Hammamet, pas loin. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Naples, alors? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, j'ai kiffé. Alors, je me suis retrouvé sur le restaurant, une terrasse d'un restaurant un vendredi, et j'avais tous ces appels à la prière qui résonnaient en même temps. C'était magnifique. Ah oui, rien que ça, déjà, c'est un grand moment. Ouais. Mais c'est une petite ville très attachante, Naples. Ouais. Mais que les gens ne connaissent pas. Donc, pareil, c'est un petit centre. Et puis, ils sont tellement contents de recevoir les touristes. Vous allez être super bien accueillis. Voilà, sortez un peu des gros circuits touristiques. Enfin, ce serait mon conseil. Quelque chose à rajouter sur la Tunisie, Mourazik?
Oui, une petite chose, mais après je suis pile dans le circuit touristique. Je pense que ça reste un classique, peut-être même un poncif, mais qui reste à voir, Sidi Bou Saïd. Ah, oui. Ah bah bien sûr. Ah oui, quand même. Salia, oui, comment t'as pu oublier justement, j'ai une adresse. Il y a Rock the Casbah qui est génial. C'est vraiment un designer qui est né là-bas, qui est pas né là-bas, pardon. Il est né en Algérie, mais il vit en Tunisie. Il s'appelle Philippe Xeri. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revalorise tout l'artisanat tunisien. Et donc, en fait, il va voir tous les artisans qui font des choses incroyables et il met ça dans sa boutique. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important parce que, voilà, on ne peut pas tout trouver facilement. Et là, on a tout chez lui. C'est dans Sidi Bou Saïd. Et il a aussi une maison d'hôte. Et le Café des Délices, alors le Café des Délices. Bon, alors, tout le monde connaît la chanson. Oui. Très sincèrement, leurs prix sont prohibitifs. Moi, quand ils baisseront les prix, j'irai prendre un thé, je chanterai même. Ouais, tu chanteras. Ah, voilà, magnifique. Après, le spot est magnifique, mais ça vaut pas forcément le prix. Ouais. C'est exactement ça. La vue est dingue, mais j'ai envie de dire, vous pouvez la trouver en vous baladant. On vous vend toujours du jasmin, là, en bas? Ah, toujours. Ouais. Et qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent bon, incroyable. Ah, vraiment, c'est pas du tout un touriste. Et le nord de la Tunisie, que peu de gens connaissent finalement. Oui, mais bon... On a envie de rester quand même sur la côte, quoi. Ouais. Vraiment. Parce qu'il va faire chaud, hein. Voilà. Ça, c'est clair. Moi, c'est ce que je conseille quand même cet été. Ouais, être lucide. Il n'y a pas beaucoup de clim, hein, des fois, donc voilà. Alors, Escapade, on peut le retrouver aussi en ligne, ce magazine? Oui, on peut l'acheter en fait sur le site qui publie le magazine. Donc, c'est boutiquecppresse.com. Vous allez le trouver. Vous pouvez l'acheter en version numérique et sinon, il est partout en version papier. Vous pouvez aussi l'acheter en version papier d'ailleurs sur le site et vous le trouvez partout, dans les relais, dans les supermarchés, vous le trouvez bien sûr dans les tabacs presse. Et c'est un magazine consacré au tourisme. Exactement. Voilà. Alors, amis auditrices, auditeurs, vous êtes comme peut-être pas mal, je sais pas, à vous demander, mais où va-t-on bien pouvoir partir en vacances cet été? On se pose la question. Notre budget, l'inflation, on se pose des questions pour notre rentrée. On se dit, on aimerait bien se faire un petit kiff en vacances. Et là, je m'appuie sur vos connaissances, sur les bons plans, mon cher Azik et ma chère Salia, de cet été. Alors, par exemple, si on parle d'une famille avec des enfants, quel est, parmi tous les endroits que vous avez visités, l'endroit que vous nous conseillerez pour cet été? Pour l'été, hein. Et je dis bien l'été parce que, effectivement, quand on parle de voyage et de tourisme, il y a à chaque saison des pays différents. On est d'accord là-dessus. Voilà. Oui, alors, pour cet été, avec des enfants et en famille, on part où, Azik? Allez. Turquie. Ouais. Turquie, je pense que ça reste une destination où on est à peu près, enfin même pas on est à peu près, on est sûr de son produit en Turquie. Ouais. Rapport qualité-prix excellent. La gamme hôtelière est assez conséquente qui laisse le choix à différentes bourses. Moi, le petit conseil, n'allez pas forcément en club tout inclus. Ouais. La Turquie est assez bien développée touristiquement pour se permettre de partir avec son billet, son sac à dos et de louer une voiture sur place et de prendre le logement sur place. Ça peut même vous revenir moins cher, sachant que les opérateurs sur place fournissent et vendent les mêmes prestations. On réserve avant de partir ou pas, Razik? Le mieux, oui. Ça peut être Quand on est en famille, c'est mieux, non? Quand on est en famille, c'est mieux. Moi, je vous avoue que je l'ai fait à l'époque sans enfant, mais sans réservation. Je suis arrivé à Izmir à 13h, j'avais pas de réservation pour le soir et j'ai passé parmi les meilleures vacances de ma vie en Turquie comme ça. Ouais, alors les villes peut-être à faire en Turquie? Antalya, Antalya, Kemer. Ouais. Après, vous avez la Cappadoce. Plus dans les terres où vous avez des paysages dignes de la Sierra Nevada ou dignes des paysages lunaires qui sont difficiles à décrire et qui sont immensément beaux. Istanbul aussi. Istanbul est à faire. Incontournable. Istanbul, c'est un peu la Rome musulmane, j'ai envie de dire. La chrétienté à Rome. On reste combien de temps à Istanbul pour être bien, pour avoir le temps de visiter? On peut rester une vie à Istanbul. Franchement, je suis jamais resté aussi longtemps. La première fois que je suis parti, je suis resté 2 jours, c'était trop court. La deuxième fois que je suis parti, je suis resté 4 jours, c'était trop court. Donc là, peut-être la troisième, je resterai 1 semaine et je pense que ça sera encore trop court. Ouais, Salia, tu valides? Oui, je valide et justement sur Istanbul, oui. Et les prix restent quand même abordables encore en Turquie. Et sur Istanbul, il y a ce centre historique avec tous les monuments classés UNESCO, avec Sainte-Sophie, avec le palais Topkapi. Ouais. Le palais Topkapi, il faut vraiment pas le louper. Alors c'est vrai que ça a l'air immense, comme ça on se dit oulala, je vais prendre 3 heures, mais
bah, il faut les prendre ces 3 heures parce qu'on a toute l'histoire de l'Empire ottoman qui défile sous vos yeux et il y a même des reliques qui ont appartenu au prophète Mahomet. Alors, quel est l'endroit où il faut dormir pour être, j'allais dire, dans le bon endroit d'Istanbul pour pouvoir avoir accès à pas mal de choses? Quel est l'endroit que vous conseillez? Vous savez qu'Istanbul, c'est la seule ville qui est en deux parties, continents. en deux continents. Donc, il y a la partie dite asiatique qui ressemble pas du tout à l'Asie, bien sûr qu'on imagine, hein, ça n'a rien de chinois. Et la partie européenne, c'est la partie qui bouge le plus, en fait, où il y a tout. Et c'est franchement, on trouve tous les prix. J'irais d'aller un peu dans les hauteurs pour avoir une jolie vue sur la ville. Ouais. Et le complexe hôtelier en Turquie, évidemment, top. Oui, ils sont de bonne qualité, vraiment. Ils connaissent. Qu'est-ce qu'on y mange en Turquie? Alors là, on mange pas des Grecs, on est d'accord. C'est très très bon. C'est délicieux. Ouais. Une gastronomie raffinée qui à la fois est méditerranéenne, asiatique, européenne, qui mélange tout ça. Et dans l'assiette, comme on dit, le tri se fait dans l'assiette et il se fait très très bien. Alors Turquie, ok, pour le premier voyage, toujours en famille. Oui. Est-ce qu'il y a un deuxième pays comme ça qui vous vient en tête? Bon, alors l'Italie, hein, ça c'est un grand classique, mais j'ai envie d'envoyer les gens à Naples. Alors c'est une ville qui parfois n'a pas toujours une bonne image. Ça revient à la mode, hein. Mais voilà, ça revient à la mode. Ouais. Et c'est une ville du sud de l'Italie où c'est toujours moins cher que le nord, même si c'est l'été. Et cette ville, elle est vraiment, c'est comme un peu Marseille, mais en plus fou, avec des gens qui sont toujours dans... Enfin, il y a une ambiance, il faut vivre Naples pour comprendre cette ville. Le bord de mer à Naples. Mais oui, le bord de mer, évidemment, il y a les îles, il y a Procida, il y a Procida, comme ils disent les Italiens, il y a Capri, qui est un peu cher, mais j'irais aller dans les îles d'Ischia et Procida, c'est un peu à 1 heure de bateau, on va dire, et vous passez la journée là-bas, et vous êtes vraiment avec les Napolitains, parce que Capri, c'est la jet set italienne, hein. Moi, personnellement, ça me fatigue un peu, et il y a beaucoup de touristes qui débarquent la journée en mode car, Capri, c'est fini, quoi. Voilà, c'est comme un peu ça. La chanson. Après, il y a de très beaux paysages, attention, hein. Ouais. Mais voilà, Ouais. je considère que vraiment les plus belles îles au niveau authenticité, c'est Procida et Ischia. Et après, sur Naples, vraiment, la ville, elle a une énergie folle. C'est difficile de la décrire comme ça. Il faut vraiment la vivre. Et puis surtout, les pizzas napolitaines, elles sont exceptionnelles. Et pas chères. Et pas chères. Alors, je vous promets, j'ai mangé les meilleures pizzas de ma vie. Les fameuses pizzas à la coupe. Ah mais oui, les meilleures pizzas de ma vie. Et le café, alors on parle du café en Italie. Ah oui, vraiment, rien à dire. Mais la pizza, elle est à 4-6 euros quand même. Hein. Pour donner une idée aux gens qui ont l'habitude de manger des pizzas à Paris, napolitaines aussi, à 10 euros, 15 euros, voilà, gentil, vous allez sentir la différence. Alors l'Italie, Razik, tu souscris? Ah, je valide à 2000%. L'Italie, et surtout le sud de l'Italie, est à la fois méditerranéen typique et à la fois à ce caractère et cette beauté, cette force que n'ont plus forcément certains lieux touristiques sur la Méditerranée. Et eux ont réussi à conserver un peu toute l'authenticité, toute la saveur, toute l'ancestralité de leur territoire, et c'est ce qui plaît aux gens. Oui, et puis il y a un tel mélange de cultures qui a eu lieu à Naples. Ils ont eu les Grecs, ils ont eu tout. Dans leur dialecte, ils ont un dialecte. Il faut aller dans la banlieue de Naples aussi, en hauteur de Naples, dans les montagnes, il y a des très 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 jolis endroits aussi que j'ai eu l'occasion de visiter. Ah, c'est bien. Ouais, bah oui, un peu quand même. Et il y a Pompéi, pas loin de Naples, à 45 minutes avec le train, on y arrive, quand même, site mondialement connu. Voilà, à voir. Et Venise? Venise, écoutez, c'est toujours bien, mais l'été, il fait quand même très chaud, il y a une humidité qu'il faut quand même... Il paraît que ça pue. Moi, je voulais pas le dire, mais je le dis. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Bon, alors il m'en faut un troisième pays pour les familles, hein, parce qu'il faut qu'on donne du choix aux gens. Vous m'avez parlé de la Turquie en premier, l'Italie en deuxième, un troisième pays comme ça qui vous vient en tête? Moi, je dirais l'Albanie. Ah, alors ça c'est intéressant parce que c'est pas un pays qu'on entend souvent. Est-ce que Razik t'as été en Albanie? Non, j'ai pas eu cette chance. Bah voilà. Si l'OM avait été en finale, je serais parti en Albanie. Et malheureusement, on a été éliminé en demi-finale, donc je n'ai pas été en Albanie. Bon, et bien on y va dans un instant avec Salia Al-Jinani qui va nous emmener en Albanie. Peut-être un lieu aussi où vous pourriez aller en famille. On va aussi penser aux jeunes, hein, parce que les jeunes, ils aiment bien partir aussi entre eux, entre copains, entre copines, voire mélanger, et entre jeunes. Et je sais que Razik a des bonnes adresses pour ça. À tout de suite. Le LGF en mode voyage aujourd'hui, on vous donne des bons plans pour cet été avec la présence aujourd'hui de Salia Al-Jinani qui est avec nous, qui est rédactrice en chef du magazine Escapade, qui sort son 5e numéro aujourd'hui même avec un dossier consacré au tourisme en Algérie et avec une interview croisée de l'ambassadeur de France en Algérie et de l'ambassadeur d'Algérie en France. Voilà, à lire absolument, à découvrir, c'est le 5e numéro. On parle de tourisme et les journalistes spécialisés dans le tourisme aussi, accompagnés aujourd'hui de Razik Metiche.
et nous vous donnions quelques idées de vacances pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore réservé, qui ne savent pas trop où partir, en tenant en compte évidemment les difficultés en ce moment, l'inflation, la cherté des billets, tout ce qui s'ensuit. Et donc vous avez unanimement choisi tous les deux, Razik Metiş et Salia, la Turquie en premier, voilà, à regarder, à faire en famille bien sûr. En deuxième, l'Italie. Et alors, très surprenant, Salia avant la pub nous a sorti un pays que peu de monde connaît finalement, même Razik ne connaît pas, c'est l'Albanie. Et oui, l'Albanie, donc c'est vraiment la destination qui monte dans la zone des Balkans. Hein, donc autant vous dire, c'est pas cher par rapport à la Croatie, par rapport au Monténégro. Disons, au niveau tourisme, c'est la Croatie il y a 20 ans. Donc vous ne trouverez pas beaucoup de touristes. Et au niveau des tarifs, c'est la même chose. Donc je recommande, mais fortement. Et donc bien sûr, la capitale Tirana, c'est la porte d'entrée. Il n'y a pas trop de vols directs, mais il y en a quand même avec des low cost, à vérifier s'ils opèrent cet été. Et ce que je conseillerais, c'est de commencer par Tirana, de découvrir la ville, et ensuite d'aller sur la côte ionienne, à Dermi, qui est une station balnéaire, mais vous imaginez même pas, l'eau, elle est bleue, mais turquoise. Et ça ressemble à Saint-Tropez dans le sens, il y a quand même la fête l'été, il y a plein de clubs, il y a plein de beach clubs surtout. Il y a vraiment une ambiance incroyable et vous n'avez pas de touristes et surtout les prix sont abordables. C'est très très rare quand même en Europe l'été, donc je recommanderais ça. Et vous pouvez y aller en famille puisque vraiment les hôtels sont, on va dire, allez, un hôtel à Tirana, c'est une 60aine d'euros. Pour une nuit, c'est quand même très abordable et un bon hôtel. Et pareil à Dermi, maximum 100 euros, un hôtel vraiment chic. Ouais. Et donc qu'est-ce qu'on y mange en Albanie ? En Albanie, il y a un côté un peu comme la Turquie. Il y a un mix d'influences et ça ressemble un peu aussi à la gastronomie italienne parce qu'ils sont juste à côté. Géographiquement, je ne sais pas si les auditeurs ils se repèrent, mais on n'est vraiment pas loin. D'ailleurs, pendant l'histoire, il y a eu beaucoup d'Albanais qui se sont installés en Italie puisque c'est un pays qui a eu un passé communiste très très lourd avec un dictateur, Veroccia, qui leur a fait vraiment la misère. Donc, ils se sont un peu tous... ils ont pris les bateaux, ils sont partis, en fait. Il y a eu beaucoup de réfugiés albanais. Et d'ailleurs, à Tirana, il y a un musée qui est installé dans un bunker, un authentique bunker, où vous allez vraiment découvrir toute l'histoire, justement, tragique du communisme dans ce pays qui a été vraiment... le dictateur était complètement fou, donc vous découvrez un peu tout ce système paranoïaque qu'il avait mis en place. C'est vraiment fascinant, donc allez voir, c'est pas difficile, ça s'appelle Bunker. Il y a Bunker 1 et Bunker 2, vous ne pouvez pas les louper, parce qu'il y en a aussi un à l'extérieur de Tirana qui est encore plus grand. Mais voilà, donc... Razik, ta prochaine destination, ça peut être sympa, non ? Ouais, ça peut être... j'aime bien les destinations qui ne sont pas encore à la mode. Ouais. Voir les pays là, c'est le top, là. avant que le tourisme de masse les impacte, et je pense que ça doit être une destination à faire. C'est pas pour rien en tout cas que l'UEFA a décidé cet été d'organiser la finale de la C4, la nouvelle compétition européenne, à Tirana. Je pense qu'il y avait une volonté de promotion de l'Albanie et de promotion du tourisme albanais, et c'est quelque chose qui doit être en cours et qui va arriver. Ça sera sûrement peut-être dans 10 ans une destination à la mode, comme il y a 10 ans de cela c'était la Croatie, peut-être aujourd'hui c'est l'Albanie. Alors on rappelle donc les 3 pays conseillés par nos spécialistes aujourd'hui pour partir en famille cet été, pour ceux qui n'ont encore pas d'idée où aller. La Turquie en premier, la deuxième l'Italie et particulièrement Naples, mais il y a plein de choses aussi à voir en Italie. Moi, Rome c'est super aussi. Ah, bien sûr, la ville éternelle, c'est incontournable. Ouais. Et puis donc l'Albanie conseillée par Salia, c'est le petit plus de notre amie Salia Haj Ginani qui est avec nous aujourd'hui, rédactrice en chef du magazine touristique, on peut l'appeler ainsi, Escapade, qui est disponible chez tous vos marchands de journaux, et bien entendu ce dossier consacré à l'Algérie. Naro qui est avec nous et qui nous écoute au téléphone. Bonjour Naro. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Bonjour. Écoutez, je suis absolument ravi de cet après-midi. Moi aussi. Qui nous a été offerte. Je vais dire pourquoi. Pas être trop long. Alors, 2 ou 3 trucs sur l'Algérie. Le Maroc, je ne connais pas. Bon, je n'ai jamais été, donc je sais que c'est joli, touristique et tout ça. Bon, Algérie, 2 endroits. Alors, le parcours côtier, Béjaïa, Gigel et au-delà. Absolument. Parcours côtier fantastique. J'ai séjourné entre ces 2 villes à Ziama Mansouria, qui à l'époque, il y a un certain nombre d'années, était réputée pour être la côte la plus et l'endroit le plus
le plus merveilleux, je crois me souvenir du monde, en tout cas de la Méditerranée. Il y a des grottes ensuite sur le parcours, etc. Alors au-dessus de Béjaïa, il y a les singes, Et un autre endroit d'Algérie que je ne connais pas, mais que j'ai vu sur documentaire Canal Algérie, il y a un lac, je crois, du côté insoupçonnable, en tout cas pour moi, insoupçonnable du côté de Sétif. Alors il y a évidemment les vestiges romains, etc. Et du côté de l'ouest, algérien, il y a des cascades, il y a des trucs. J'ai vu ça sur ce documentaire. Voilà sur l'Algérie, la Tunisie que j'ai visité, en long, en large et en travers, vraiment tout le tour de la Tunisie, les vestiges romains et Carthage, etc. Ouais. Mais troisième chose, alors le plus agréable pour moi, franchement, c'est cerise sur le gâteau, c'est d'avoir réentendu Saliha Djulay. Parce que je l'ai entendu l'année dernière avec une participation pendant X temps. Je l'avais découverte. Et là, c'est une surprise, mais absolument extrêmement agréable pour moi parce que elle a une voix qui pourrait rapporter énormément et de plaisir, peut-être d'argent et ça. Elle est extrêmement agréable, sa voix est très jolie et elle a un rire, mais comment dire? Il est amoureux, hein. Ah non, mais écoute, c'est presque gênant. C'est agréable, c'est un plaisir, c'est reposant. Au bon sens du mot, je veux dire, c'est excitant vraiment, c'est extrêmement agréable et je suis très très content de l'avoir réentendu. Oh, merci, ça me touche beaucoup. Réinvite le plus souvent possible. Écoute, ça va être avec plaisir à connaître l'adresse maintenant, elle viendra et puis vous pourrez la réécouter. On peut le dire ou pas? Où tu seras cet été en radio, on peut le dire ou pas, Salia? Oui, non, on peut le dire ou pas? Je sais pas si on a le droit de... Oui, bien sûr, on peut le dire, c'est officiel. Je vais sur RMC en matinale le week-end si vous voulez m'écouter. Voilà, Naro, tu pourras l'écouter le matin sur RMC le week-end. Voilà. Et sur France Maghreb 2, elle repassera. C'est déjà des vacances. Oh, c'est mignon tout ça. Merci beaucoup, mon Naro. Dans un instant. Pas à ça. Bah oui, attends, il y a plein de choses surprenantes. Il y a plein de choses auxquelles tu t'attends pas, tu sais. Dans un instant, j'aimerais avoir des destinations, un top 3 pareil de destinations à partir entre amis, entre copains, entre copines, voire mélanger évidemment, un copain-copine, entre jeunes quoi. Eh bien, on y va dans un instant et on va demander à Salia et Razik dans un instant. Le LGF pour cette dernière partie et vraiment je demande solennellement à Salia de revenir quand elle veut ici parce que ça fait du bien dans cette émission. Tu sais, on parle beaucoup de politique, de trucs qui font mal à la tête, etc. Et aujourd'hui on parle voyage, qui plus est avec Razik, franchement, qui a voyagé dans pas mal de pays dans le monde. Il a fait tous les continents. Salia Hadj-Jilani qui est avec nous, elle est rédactrice en chef du magazine Escapade qui sort aujourd'hui pour le 5e numéro avec un gros dossier consacré au tourisme en Algérie, les 10 villes incontournables en Algérie, le classement et l'interview croisée des deux ambassadeurs de France en Algérie et l'ambassadeur d'Algérie en France. Alors, on a parlé évidemment des 3 destinations. Je vous les rappelle que Salia et Razik ont validé pour celles et ceux qui n'ont encore pas choisi leur destination de vacances en famille. Je parle bien en famille, donc des parents avec des enfants. La Turquie en premier, c'est unanime. La deuxième, l'Italie. Napolitano. Et l'Albanie, conseil, j'allais dire sorti de nulle part, mais conseil très aguerri de notre ami Salia qui vous conseille l'Albanie en famille. C'est encore pas touristique, c'est à faire, c'est à découvrir et Razik va y aller. Maintenant, Inch'Allah, comme on dit. J'ai envie de m'adresser maintenant à un public un peu plus jeune. Vous savez, c'est les jeunes qui aiment bien partir ensemble, entre copains, entre copines. Alors, quels sont le top 3 des pays entre jeunes, évidemment. Alors, quand on est jeune, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Pour aller kiffer, pour passer de bons moments entre amis, entre copines, entre mecs, voire les deux. Tiens, Razik, le pays là qui devient rapport qualité-prix évidemment. Ouais, je dirais les îles espagnoles. Les îles espagnoles. Ibiza. On a fait un petit dossier dans le magazine. Voilà. En premier, c'est ce qui devient en premier. Voilà. Moi, j'ai eu le bonheur d'avoir eu ce cadeau pour un anniversaire, mon 30e anniversaire.
Sympa. Où en fait on m'a dit viens à l'aéroport, prends juste ton passeport, le reste on s'en occupe. Ouais. Et je savais pas où on partait et donc on partait je fais à un petit Majorque. cadeau à mes potes là, je viens d'avoir 45 ans, c'est encore pas trop tard. Ouais, mais je crois que les amis là à 40 ans ils m'ont pas fait pareil. Hein. Ah, Ça ok. arrive là, mais Dommage. je la vois pas la surprise. D'accord. Donc Et les îles espagnoles. Donc je suis parti à Majorque et une grande belle surprise. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau, aussi festif, qu'il y ait autant d'histoires. Enfin voilà, j'ai vraiment été très surpris. Ibiza aussi, pour la fête, c'est connu et internationalement connu. Et peut-être la dernière destination, Portugal. J'ai pas eu l'occasion, malheureusement, Portugal. la chance On recommande de le faire, aussi dans mais c'est Escapade. recommandé d'après ce que j'ai compris. Incroyable, Je il l'a le même passe pas assez lu. vite. Hein. C'est fou. C'est fou. Donc alors, tu te dis Il y a Majorque. des bons conseils quand même, Ibiza, Razik. je hein. sais, quand Et même. Portugal, où au Portugal, Razik? Faro, d'après ce qu'on m'a dit. Ah La ouais, Biarre, c'est oui. super beau. J'ai été moi, Faro. Paraît-il. Magnifique. Ouais, Ouais. super. Salia, 3 pays pour les jeunes. Alors, je recommanderais un pays qui est un peu loin, Ouais. mais il faut y aller, c'est Cuba. Parce Ah que oui. pour faire la fête, franchement, ils sont très très forts les Cubains. Alors, Ah c'est ouais imparable. Alors en plus, maintenant, il n'y a plus de tests, il n'y a plus rien pour y aller. Faut le savoir, ils vous demandent même pas votre vaccin. Vous y allez, ils cherchent pas à comprendre. Et il faut savoir que les prix sont hyper intéressants à Cuba. Vous dormez en maison d'hôte, ce qu'on appelle une casa particular. Tous les Cubains, ils ont ça. Plus vous aidez l'économie locale parce qu'ils ont beaucoup souffert pendant le Covid, malheureusement, parce qu'ils vivent essentiellement du tourisme. Donc, en plus, vous ferez une bonne action pour le peuple cubain. Et puis, vous allez vous éclater, quoi. Parce que les Cubains, c'est impossible de ne pas faire la fête avec eux. Je veux dire, même si vous êtes de mauvaise humeur, ils vont vous faire rire. Un Ouais. peu comme les Algériens, d'ailleurs. Deuxième destination C'est après bien. Cuba, Salia pour les jeunes. Alors, deuxième destination, Mykonos. Je vais y aller. Je vous dis, Ah. j'y suis pas allée. Ouais, ça c'est en Grèce. Mais je vais y aller. C'est vraiment une petite île où on fait la fête. Hein. Alors là, c'est un peu cher l'été. Ah. Bon, je confirmerai plus tard si je reviens dans cette émission, si vous me réinvitez, parce que je vais tester. Et un troisième, allez, un troisième comme Et ça. la troisième. On dit Bali ou c'est trop loin? Parce que c'est la saison. C'est marrant, vous n'avez pas C'est parlé de vrai. Thaïlande alors qu'énormément C'est de vrai. gens C'est vont pas en la saison, Thaïlande. la Thaïlande. Ah ouais Malheureusement, ça, saison des pluies, oui, là, c'est Bali, un peu plus compliqué. pourquoi pas Bali. Bali C'est vrai que c'est un peu loin. C'est un peu loin, Mais pourquoi pas. Mais Ouais. on peut aussi, si on aime vraiment la fête, Ouais. et je sais que, bon, il y a des gens qui vont dire, ah, mais on a déjà entendu parler, Dubaï l'été, c'est Ah, un bon le plan. Dubaï, Pourquoi Parce que c'est trop beaucoup chaud à moins Dubaï. cher. Il fait 50 degrés, sauf que, Ouais. 40, j'exagère. Si les gens de Dubaï m'écoutent, ils vont pas être contents. Non, il fait à peu près 45 degrés. On va pas se promener, mais on va aller dans les soirées qui sont toutes climatisées. Et là, il y a beaucoup Il faut moins avoir de du blé touristes. quand même, Salia, pour la Non, non, pas l'été. Toi, non. Je vous promets, vous trouvez des hôtels. J'y étais il y a pas si longtemps. Ouais, Et moi déjà, aussi. les prix commençaient à baisser. Ah ouais. Parce que dès que c'est le printemps, il commence à faire chaud. Alors, le bon plan, par exemple, c'est l'Atlantis. Vous avez cette grande piscine, cet hôtel, vous savez que vous connaissez. En fait, l'été, c'est beaucoup moins cher. Et vous pouvez venir en famille, aller à l'Atlantis Adventure Park, qui est juste à côté, là, où vous pouvez faire les balades dans les toboggans, tous ces trucs-là que font les gamins avec leur famille. Ouais. Alors, dernière question à tous les deux, Razik. Tu as voyagé pas mal dans tous les pays, tu as fait même tous les continents. Oui. Si comme ça, là, instinctivement, je te demande quel est l'endroit qui t'a marqué le plus, l'endroit incontournable pour toi, qui t'a marqué jusqu'à aujourd'hui. C'est dur. Bah non, mais non, il faut que ça soit instinctif. Fidji. Les îles Fidji. Les îles Fidji. C'est Ah ouais. incroyable. J'ai été marqué. J'espère que Dieu me donnera assez de temps pour pouvoir retourner là-bas. J'ai été marqué par leur gentillesse. J'ai été marqué par leur structuration matrimoniale. Ce sont les femmes qui gèrent là-bas et ça change pas mal de choses. Et j'ai été marqué par la topographie. Quand on parle du réchauffement climatique, là-bas on le voit. La plage était quasiment en dessous de la mer. Il y avait une sensation qui était très bizarre et je me sentais vraiment tout petit C'est face super aux loin, éléments. Et j'espère que ce territoire va pas disparaître. D'ici là, c'est ce qu'il y a en jeu sur les Fidji. Salia, pareil, même question. T'as beaucoup voyagé. Oui. Quel est l'endroit vraiment qui t'a marqué? Alors, personnellement, c'est encore plus loin que Cuba. Ah bon? Encore plus loin que Dubaï, c'est Hawaï. Hawaï. Ah, j'adore. Ah oui. En fait, il faut savoir que j'ai écrit beaucoup de guides pour le Petit Futé et notamment, j'ai créé le guide Hawaï, qui est le seul guide français sur la destination. Et ce que j'adore, c'est que c'est vraiment l'archipel le plus isolé du Pacifique. Et donc, vous êtes vraiment... Il y a une force tellurique avec cette activité volcanique, hein, puisqu'il y a ce volcan qui est très actif. Et puis, en même temps... Vous avez cette culture hawaïenne qui est polynésienne en fait et qui est de plus en plus
remise au goût du jour. C'est-à-dire que pendant longtemps, bon, comme c'est quand même un État américain, ça avait été un peu mis de côté. Et moi, ce que j'adore, c'est que c'est en train de revenir. Les gens, ils réapprennent le hawaïen. Il y a vraiment ce côté authentique qui est en train de revenir, alors que pendant longtemps, c'est vrai qu'on se disait, il n'y a que Honolulu, le bord de mer. Eh ben non, il n'y a pas que ça. Eh bien, si vous avez écouté cette émission depuis le début ou presque, vous avez de quoi aller voyager, de quoi préparer vos vacances. On vous les souhaite excellentes ces vacances. Merci beaucoup Razik Petish, merci Salia Hadjinami, tu reviens quand tu veux ma Salia. Merci. Je rappelle, tu es la rédactrice en chef du magazine Escapade qui sort aujourd'hui, qui consacre une grande partie, évidemment c'est un magazine de tourisme, une grande partie au tourisme en Algérie. Bonne soirée à tous, rendez-vous demain sur France Maghreb 2 entre 16h et 18h.